deuxième partie. Oui, je voulais revenir sur cette belle citation du livre dont j'ai parlé tout à l'heure, de Jim Harrison et Gary Schneider. Et donc, il parle de la divagation, et tu voulais qu'on en parle, Thierry. Donc, divaguer est donc très valorisant en termes de survie. Ouais. La divagation est un des moteurs de l'évolution. L'évolution ne fonctionne pas entièrement sur la base de mécanismes intelligents. Il y a aussi une bonne part d'extravagance à l'œuvre. Oui, c'est tout à fait juste. Et cette idée de divagation, elle me plaît beaucoup. Alors, c'est vrai que les historiens de l'art ont leur marotte, et en particulier, parce que j'apprécie énormément, ce sont les travaux préparatoires des artistes qui vont du premier croquis jusqu'à l'œuvre achevée et qui permet, dans ce qu'on appelle la critique génétique, de voir quelle est l'évolution de l'artiste vers son œuvre. Et finalement, on est là en pleine divagation qu'on peut identifier parce qu'on a les éléments. Alors c'est vrai qu'avec toi, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de travaux préparatoires. En revanche, on peut chercher la divagation quand on examine toutes les strates les unes après les autres que tu accumules sur tes œuvres. Et là, on voit bien qu'il y a une divagation à la fois à travers le temps et aussi à travers l'espace, puisque les sources auxquelles tu vas puiser, c'est aussi bien dans l'art précolombien que dans l'art amérindien, que dans un art Antai qui est beaucoup plus contemporain, donc japonais, l'art égyptien antique également. Donc il y a vraiment toute une source de divagation, je dirais, en verticale et en horizontale. C'est vrai, oui, toute direction. Mais pour revenir à ce que tu viens de dire, je me rappellerai toujours, j'étais allé voir une expo Kandinsky à Beaubourg il y a de nombreuses années de cela, peut-être 30 ans, et il y avait une grande toile, et il y avait le schéma préparatoire à côté. Et le schéma préparatoire était plein de vie, de joie, et la peinture à l'huile était toute bouchée. Et c'est ce que je veux éviter dans mon travail, vraiment. Justement, pas de préparation. Je ne prépare rien, enfin, mes images sont préparées, bien sûr, mais je veux que le hasard, entre guillemets, ou l'énergie vitale puisse circuler. Donc ça, c'est vraiment très important, très important. Ouais. Oui, c'est vrai, je travaille avec des artistes contemporains, en particulier au Liban, par exemple, qui me disent le travail préparatoire fait perdre de la spontanéité, donc ils préfèrent travailler directement, et ce que je comprends tout à fait. Mais d'ailleurs, souvent, quand j'examine des travaux préparatoires sur des artistes qui aujourd'hui sont souvent morts, d'ailleurs, hein, des artistes du 19e ou autres, c'est vrai que j'ai parfois une préférence pour le travail préparatoire plutôt que pour l'œuvre finale. C'est pas l'idée qui est là, c'est l'énergie première, c'est ce qui nous anime. Voilà. Oui, c'est l'âme, entre guillemets. On pourrait parler longtemps de la disparition de l'âme aujourd'hui, mais c'est l'âme qui est là, oui, parfaitement. Oui. Mais je voulais te montrer quelques dessins à partir desquels j'ai tiré des images. Il faut dire que ce qui m'a marqué principalement pour faire une œuvre un peu cosmique, c'est bien sûr mon voyage en Égypte avec mon grand-père et ma sœur, parce que j'ai eu la chance de voir la tombe de Nefertari. Et d'entrer dans c'est un espace fini, clos, mais qui est cosmique à la fois. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on retrouve dans mon travail. Oui. Mon travail est fini, clos, mais j'espère que l'on peut accéder à une dimension autre, et c'est la fonction première de l'art, de nous faire accéder à quelque chose de plus puissant au-delà de la mort, puisque finalement, toutes ces tombes étaient faites réalisées pour les morts et n'étaient pas faites pour être vues, quelque part. On les retrouve aujourd'hui après 4-5 000 ans d'absence. Hein. Oui, tout l'art égyptien est un art funéraire. Tout à fait, oui, oui. Donc c'est cet art-là qui me marque, ainsi que l'art des Mayas. Là, on voit par exemple un taureau apis qui emmène la momie du mort dans l'autre monde. Et la puissance de l'animal est magnifique, mais c'est grâce à lui que l'on peut entrer dans l'autre monde. Et aujourd'hui, ça finit en animal de boucherie. Et donc, tout ce rapport que l'on avait avec le vivant a bien sûr disparu. Ça, c'est terrible. Et donc, je voulais te montrer aussi cette image, parce qu'on a ici une peinture que je montrerai au public. C'est d'après un livre de George Catlin, qui est un peintre du 19e siècle et qui a voyagé. Il a pris son chevalet et il a témoigné des traditions et des coutumes des Indiens d'Amérique du Nord, des plaines. Et donc ici, on voit cet assemblage de crânes, et il y a des échafaudages aussi, au loin.
C'est-à-dire qu'après que les gens décèdent, ils laissaient sécher à l'air pendant 2-3 ans. On a souvent vu dans les films où les gens passent au travers de ces cimetières indiens. Et quand les squelettes sont complètement qui ont disparu, ils mettent le crâne de leurs ancêtres comme ça en cercle. Et donc ça crée ce qu'on appelle une tribu, une communauté. Et aujourd'hui, cette tribu, cette communauté est plus ou moins perdue, même avec nos morts. Donc c'est pour ça qu'on se sent un peu aussi seul. Il n'y a plus tellement de rituels funéraires. Et c'est ce qui me travaille un peu, cette disparition des rituels. Il y a deux aspects dans les différents visuels que tu nous montres. Il y a un premier aspect qui est la figure d'un dieu, ou en tout cas d'une entité spirituelle. Le fait de la montrer, et on les retrouve dans tes œuvres, puisqu'elles sont incluses dans tes œuvres, c'est aussi la faire revivre. Oui. J'ai été toujours très surpris d'un roman fantastique de Jean Ray qui s'appelle Malpertuis et où il fait évoluer dans une maison des personnages et on s'aperçoit au bout d'un certain temps que ces personnages sont dans une enveloppe humaine mais que ce sont les dieux de l'Olympe et qui disent finalement nous existerons tant qu'on parlera de nous, le jour où on ne parlera plus de nous, nous nous évaporerons. Je crois que c'est tout à fait vrai et c'est ce qu'on retrouve dans les œuvres que tu réalises, c'est que tu fais revivre ces entités, quelle que soit la zone géographique et le siècle auquel elles appartiennent, tu les fais revivre en les matérialisant d'une certaine manière. Et puis, il y a un deuxième aspect qui me paraît intéressant, là, dans le dernier visuel que tu nous as montré avec ce cercle de crâne, c'est l'importance du rituel. Oui. Le rituel, qui n'est pas nécessairement religieux, qui peut être tout à fait social, tout simplement, le rituel, ça crée du lien et c'est aussi ce sont des piliers de la culture. Et il est vrai qu'on trouve des rituels, comme celui que tu viens de nous montrer, qui est un rituel amérindien, on en trouve dans beaucoup d'autres cultures. C'est peut-être quelque chose qui est un peu abandonné aujourd'hui en Occident. Oui, on n'a plus la pratique, on ne pratique plus, bien sûr. Et ça fait beaucoup de mal à tout le monde. Enfin, on ne va pas être passéiste et dire que c'était mieux avant, mais le rapport à la mort, c'est un des rapports premiers qui a défini l'humanité. Et donc, bien sûr, quand on jette les gens dans des poubelles, comme on l'a fait avec le Covid, là, enfin presque, bon, j'extrapole un peu, mais bon... je pense que la position de l'homme face au corps et aux parents, aux grands-parents ou aux enfants qui décèdent, c'est important. Bon, nous, artistes, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Mais on peut parler qu'à certains moments donnés, ces rituels ont existé. Il y a un autre aspect de ton œuvre que je trouve tout à fait intéressant quand on regarde chacun de tes plexiglas, par exemple, c'est ton appropriation de l'espace. Il n'y a aucune zone où tu vas laisser du vide. L'ensemble de la surface est couverte et je trouve ça vraiment passionnant parce que finalement tu ne laisses au regard aucune occasion de repos. Le spectateur doit regarder, faire un travail du regard pour analyser toutes les strates que tu superposes et sans avoir, je dirais, l'alibi d'une zone qui serait restée blanche neutre. Et qui lui permet de se reposer, oui, neutre en tout cas, et qui lui permet de se reposer. Oui, tu as raison. Oui, oui. Je travaille avec la plénitude, oui, c'est vrai. Oui, la vie est une plénitude, bien évidemment. Oui, oui. Oui, 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 oui.